Merci Paul. Bonjour tout le monde et merci d'avoir répondu à notre appel concernant cette rencontre autour de l'historiographie des naturalistes depuis le XVIIIe siècle jusqu'à carrément notre période contemporaine, organisée par une commission que je préside depuis quelques années au sein de l'USPP. L'USPP, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, dont certains dans la salle, et notamment monsieur le professeur Delumlé, Miskovski, François Djindjian, qui étaient soit président, soit secrétaire généraux. Et on se rappelle déjà du gros congrès de 1976, dont notre professeur était secrétaire général, qu'il a organisé dans la ville de Nice et qui a eu un succès retentissant, probablement peut-être l'un des meilleurs depuis la création de l'USPP. Je parle sous le contrôle des anciens présidents. Donc avant de commencer, on a l'honneur quand même d'avoir dans cet établissement notre professeur Henri Delumlé, qui va, je l'espère, nous honorer de dire quelques mots d'ouverture avec la nouvelle directrice, celle qui lui a succédé, son ancienne élève, comme nous l'avons été, Anna Echassou. Et voilà, déjà, je vous remercie beaucoup, tous les deux, de m'avoir donné l'occasion de présenter cette rencontre. C'est déjà important pour moi. Et voilà, si vous pouvez dire deux mots pour un accueil, ou vous pouvez le dire tout en étant assis. Hein. C'est pas la peine que je parle, vous avez très bien dit. Je vous remercie, mon cher professeur. Donc je donne quand même la parole à la nouvelle directrice, enfin nouvelle, il y a quelques années déjà. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup Djilali, merci à tout le monde d'être là. Bon, c'était une évidence quand Djilali l'a demandé de pouvoir accueillir cette sous-commission de l'USPP ici dans l'IPH. Qui est la maison de la préhistoire depuis plus d'un siècle maintenant. Voilà, donc en effet, sous la grande direction, présidence du professeur Henri Delumlé, voilà, on est très honorés qu'il soit là aujourd'hui et je vais avoir le plaisir de vous parler de cette... Vous pouvez garder le micro. Alors je garde le micro. Voilà. Oui. Voilà. En fait, lorsque Djilali m'a demandé si cette réunion pouvait se tenir à l'Institut de paléontologie humaine et m'a parlé du titre de cette réunion, je me suis dit que c'était impossible de ne pas parler d'Henri Delumlé. Alors, d'autres professeurs auraient pu être honorés. Bon, il y en a beaucoup, hein. Mais le professeur Delumlé, moi, je m'exprime en tant que son ancienne étudiante. Et il est l'ancien professeur de quantité de chercheurs ici, dans l'Institut de paléontologie humaine, mais aussi au Musée de l'Homme, mais aussi dans le monde entier. Voilà, ça me paraissait une évidence. Quand on regarde le programme, on a plutôt des personnages historiques. Donc je ne suis pas trop à l'aise de ce point de vue-là, mais je pense que c'était important de rendre cet hommage. Je ne suis pas historienne des sciences, donc je vais m'exprimer en tant qu'ancienne étudiante qui a tout appris auprès du professeur Delumlé. Et donc ce que je voudrais faire à travers cette présentation, c'est vraiment mettre l'accent sur tout ce que le professeur Delumlé a apporté à la préhistoire, scientifiquement, dans les méthodes. C'est ce qui me semble, je pense, être l'objectif de cette sous-commission. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais faire deux ou trois petits rappels très succincts sur la vie du professeur Delumlé, le situer dans l'histoire de la préhistoire. Donc, bon, c'est quelqu'un dont on ne rappellera jamais assez le côté hors norme
de la carrière. Il mène des premières fouilles à l'âge de 13 ans. Puis après des études de sciences naturelles, il rentre au CNRS à l'âge de 21 ans. Bon, une longue carrière. Il faut bien comprendre que, encore actuellement, finalement, il est dans la continuité de personnages, de grands personnages de la préhistoire qui ont disparu, et que donc il est encore le témoin vivant de cette préhistoire-là, des années 30, 40, 50. Et que sa carrière a été marquée notamment par une thèse d'État sur l'ensemble des sites paléolithiques de Gênes jusqu'à Barcelone. Donc il a vraiment exploré de façon exhaustive tous ces horizons. Alors évidemment, je parle tout de suite de Madame de Lumley, ici présente également, Marie-Antoinette. On ne peut pas parler évidemment du professeur Henri de Lumley sans parler de son épouse et donc du couple incroyable qu'ils ont formé sur le plan scientifique et sur le plan de l'organisation de tous leurs travaux communs. Je me suis permise un exercice qui est un petit clin d'œil quand même au professeur de Lumley lui-même et à ses méthodes, c'est d'essayer de faire une espèce de frise chronologique, de cadre comme ça, de l'ensemble de la réalisation, de la vie professionnelle et des réalisations du professeur de Lumley. Alors, si vous voulez, j'ai vu quatre grands types d'événements dans sa carrière. Tout d'abord, ce sont les fouilles archéologiques ou relevés de gravures rupestres pour le Mont Bégaud, mais on voit que les fouilles ont tout de suite pris une importance très grande dans sa vie, et que c'est quelqu'un qui a réalisé de grands chantiers. Nous avions jusqu'à 80-100 personnes des fois pendant plus de 3 mois sur le chantier de la Cône de l'Arago, par exemple. Terra Amata en rouge, évidemment. C'est un aperçu fugace, mais je vais développer par la suite. Nous avons, après les fouilles, nous avons quelque chose qui apparaît à partir du début des années 70. Ce sont les méthodes de mise en place de bases de données, matériel paléontologique et préhistorique. Donc c'est un procédé qui est visionnaire à l'époque. Ensuite, évidemment ce n'est pas exhaustif, mais nous avons de grandes dates qui sont les colloques, les congrès, en particulier le 9e congrès de l'USPP, même congrès que celui qui se déroule aujourd'hui, enfin, le même cadre, en 1976. 3300 participants du monde entier. Le premier congrès international de paléontologie humaine, tout aussi important, et puis un colloque sur les datations dont je vais reparler. Et puis, ce qui est très marquant aussi, c'est le nombre de musées qui ont été créés à l'initiative du professeur de Lumley, qui est très connu pour ça. Là, il n'y en a que quelques-uns, il y en a d'autres, en France ou ailleurs. Donc voici en vignette les fouilles de la Bonbonne, la fouille du Lazaret, une photo de la Cône de l'Arago en 1964, les fouilles de Terra Amata, les campagnes de relevé de gravures rupestres au Mont Bégaud, le congrès de 76, le musée de Terra Amata, le musée de Tautavel qui va en être à sa 3e édition qui est en projet, l'exposition Origine et évolution de l'homme qui a accompagné le premier congrès international de paléontologie humaine et qui a été itinérante pendant longtemps, qui s'est déplacée jusqu'à Turin ou dans le sud-ouest de la France, le musée de Menton, le musée des merveilles et enfin le musée de Quinçon. Ce
qui est important, c'est également grâce au professeur de Lumley, alors les prédécesseurs, en particulier Marcelin Boule, l'abbé Breuil, avaient donné à l'Institut de paléontologie humaine une grande emprise internationale, un grand réseau. Avec le professeur de Lumley, je vais en parler, c'est un réseau mondial, il n'y a que quelques exemples ici, de partenariats, de travaux internationaux et en particulier un réseau d'anciens étudiants qui est très fort encore aujourd'hui. Alors, après sa carrière au CNRS à Marseille, le professeur de Lumley s'installe en 1980 à Paris et prend la direction de l'Institut de paléontologie humaine. Et tout cela constitue une nouvelle avancée pour lui et enfin pour sa carrière, ses réalisations et pour la préhistoire en général. Donc tout ça va se faire autour d'un site phare qui est la cône de l'Arago, dont on va voir à quel point ce site a été étudié. Et puis dans un écrin, un véritable écrin pour la recherche, c'est l'Institut de paléontologie humaine. Il faut savoir aussi que le professeur de Lumley, quand il prend la tête de l'Institut de paléontologie humaine en 81, il installe le premier DEA à l'époque, ce qu'on appelle Master 2 aujourd'hui, du Muséum national d'histoire naturelle qui ne faisait pas d'enseignement jusque-là. Donc ça, c'est une avancée majeure qui va permettre d'asseoir un enseignement qui est exhaustif, qui est pluridisciplinaire et qui est international. Ça, ce sont vraiment c'est l'enseignement de tout ancien étudiant. L'exhaustivité, ne jamais échantillonner. Alors, même si dans les sites archéologiques, on laisse des témoins pour les générations futures, mais on ne fait pas des sondages et on ne tire pas des conclusions sur un échantillon. La pluridisciplinarité, elle est centrale, ça je vais bien insister là-dessus, et l'international. Pourquoi ? Dès la création du premier DEA ici, alors le professeur de Lumley avait déjà des étudiants à Marseille, bien sûr, mais dès le premier DEA installé ici à l'IPH, au Muséum national d'histoire naturelle, hein, évidemment, il est devenu professeur au Muséum national d'histoire naturelle à ce moment-là. Il prend dans ce DEA immédiatement beaucoup d'étrangers, un Sénégalais, des Indonésiens, Japonais, Algériens. Voilà. Donc la présence internationale est massive dès le début, et ça c'est extrêmement marquant. Bon, j'en viens maintenant aux méthodes. Alors, ce que vous voyez ici, c'est connu de tous les fouilleurs. C'est la base sur les chantiers de fouilles. Vous avez à gauche le carnet de fouilles, avec, lorsqu'on fouille un site, on va situer dans l'espace avec un X, Y et Z chaque objet, et puis vous donnez l'orientation, le pendage, les dimensions de l'objet, et puis à droite, le plan au cinquième du carré avec l'objet qui est reporté, l'objet qui est consigné à gauche, va être reporté, dessiné à droite sur un plan au cinquième. Alors, ça a l'air de quelque chose de relativement simple, basique, élémentaire même pour des chercheurs. En réalité, on a là une méthode de fouille qui a été mise au point probablement à la fin des années 50 et début des années 60, qui a été perfectionnée et qui a été appliquée de façon uniforme sur tous les sites fouillés par le professeur de Lumley. On est là à quelque chose de basique, mais quelque chose qui va permettre d'uniformiser l'étude et qui va devenir un modèle pour les chercheurs du monde entier. Il faut appliquer ces méthodes de fouille-là. Ça permettra d'avoir un même critère de description des sites archéologiques entre eux,
et donc, pour ainsi dire, qui ne se conforme pas à cette rigueur, avec un processus d'ailleurs de vérification qui est extrêmement lourd, tout ancien fouilleur peut en parler, qui ne se conforme pas à cela ne mène pas des fouilles suffisamment rigoureuses et donc qui vont permettre d'asseoir le raisonnement scientifique qui va s'en suivre sur en particulier la contemporanéité des objets, la répartition spatiale des objets entre eux, etc. Cette méthode de fouille avec prise de mesures et description sur plan s'accompagne de relevés de coupes stratigraphiques. Les coupes stratigraphiques sont un élément très important de la méthode de fouille qui, de la même façon, se sont appliqués à tous les sites fouillés par le professeur Henri Delumlé. Les sites sont divisés par un carroyage avec des carrés d'1 mètre de côté. Et donc, quand on est je ne sais pas où est passé le... Merci. Quand la fouille est menée, par exemple, ici, nous avons un sol de la cône de l'Arago qui n'est pas plat. Pourquoi? Parce que si vous regardez, on a des couches qui sont visibles à l'œil nu, ce qui n'est souvent pas le cas. En réalité, vous allez avoir des carrés qui vont être fouillés en quinconce de façon à pouvoir systématiquement relever la coupe entre 2 carrés et ainsi avoir des coupes longitudinales et transversales tout à fait continues. Voilà ce que ça donne ensuite une fois que tous les objets sont coordonnés. Voici une reconstitution spatiale virtuelle, une fois que la base de données, donc je vous rappelle qu'elle avait été commencé à être mise au point en 1972. Dès que ça a été possible, dans les années 80, une saisie des carnets de fouilles a été faite. Je ne vous cache pas que plusieurs fois, nous avons perdu l'ensemble des données parce que notre très puissant ordinateur de l'époque, 480 mégas, c'était énorme, avait craqué. Donc il avait fallu tout ressaisir. L'Arbi-Boudad en particulier avait perdu toutes ses fiches d'industrie. Bref, c'était les aléas de l'informatique. Donc une reconstitution virtuelle ici, et puis une reconstitution des objets également en plan et puis vertical. Alors, autant la mise au point des méthodes de fouille était un perfectionnement de méthode, était une finalisation de méthode à appliquer partout dans le monde, autant la mise au point, le perfectionnement de méthodes de datation absolue est devenu très vite, pour le professeur Delumlé, un vrai défi à relever. Et je crois que c'est à l'IUSPP de 1976 qu'une grande réunion entre des chercheurs, des spécialistes du monde entier, en particulier d'Europe de l'Est, d'Europe, d'Allemagne, de France, mais aussi des États-Unis, ont été quasiment convoqués pour confronter leurs méthodes et leurs résultats. Là, à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment... le professeur Delumlé les a presque incités à se comprendre et à essayer de faire converger leurs méthodes pour que les méthodes de datation radiométrique absolue puissent progresser et apporter de véritables réponses aux questions qu'on se posait et fournir de vrais résultats de datation. Donc voici cette première étape de 1976. Et puis la deuxième étape, qui était
un colloque qui s'est tenu à Totavel en 1980, qui a fait date aussi, sur les datations absolues et les analyses isotopiques. Donc, dans ce domaine-là des datations, on peut dire que toutes les pistes de recherche et de techniques qui pouvaient être explorées ont été explorées. Donc en particulier le développement de l'ESR, donc toujours évidemment en collaboration avec d'abord le Muséum national d'histoire naturelle et le CNRS, le développement de l'ESR qui est une technique qui est toujours pratiquée ici par l'UMR 7194, Histoire naturelle des humanités préhistoriques, dans le laboratoire de datation au sous-sol, la spectrométrie gamma, et avec l'installation d'appareils très performants, ici au sous-sol toujours, donc des spectromètres en particulier, et puis un magnétomètre pour le paléomagnétisme qui a lieu aujourd'hui au Musée de l'Homme. Ensuite, on peut parler de, comme je le disais tout à l'heure, parce que tout ça est toujours imbriqué, donc forcément on fait des allers-retours, mais l'importance de l'étude géologique. Le professeur Delumlé est un géologue. L'étude d'un site archéologique préhistorique, la première des nécessités est la compréhension de la mise en place des sédiments et puis de l'évolution du remplissage. Donc, nous avons, le professeur Delumlé a installé très vite, dès son arrivée en 1981, des infrastructures de façon à pouvoir faire réaliser des analyses géologiques ici, dans l'Institut de paléontologie humaine, et non pas là où elles se faisaient auparavant, c'est-à-dire à Jussieu, dans d'autres laboratoires. La sédimentologie donc, va aider à comprendre la mise en place des sédiments, et la micromorphologie, la mise en place des sédiments et aussi l'évolution du remplissage, les perturbations postérieures à la mise en place des sédiments, etc. Voici des lames minces de micromorphologie qui permettent, donc sous la direction aussi de Jean-Claude Miskowski, hein, qui est un des tout premiers élèves du professeur Delumlé, qui était, lorsqu'il était encore à Marseille. Jean-Claude Miskowski a encadré beaucoup des thèses qui se sont faites sur la géologie et la sédimentologie des sites archéologiques. Donc voici des exemples de lames minces de micromorphologie pour mieux comprendre les sédiments. Donc c'est ce que je disais, l'évolution du remplissage, comment il s'est mis en place. Est-ce que ce sont des phénomènes d'eau ou de ruissellement ou éolien? Voilà à quoi servent les études sédimentologiques. Et puis, à partir de là aussi, beaucoup d'autres techniques vont être explorées, exploitées, afin de mieux comprendre toujours comment s'est déroulée cette mise en place, sous quel climat, dans quelles conditions de paléobotanique, dans quelles conditions environnementales au sens large. Donc, la géochimie, par exemple, va être utilisée avec des recherches très pointues sur les composants des sédiments. L'origine de la mise en place du remplissage va être aussi explorée par le biais de la géochimie isotopique. La susceptibilité magnétique,
La géophysique, vous voyez que toutes ces images sont prises dans la cône de l'Arago. La cône de l'Arago, 380 mètres cubes dégagés au pinceau pendant plus de 50 ans de fouilles. La cône de l'Arago a été tellement étudiée que finalement c'est aussi devenu à un certain moment un site pour calibrer certaines méthodes. Donc géophysique du plateau, résistivité électrique, sismique, etc. Toutes ces méthodes ont été explorées. La palynologie, bien sûr, très tôt dans les années 80, un laboratoire de palynologie est installé ici et Josette Renaud-Miskowski y a fait un travail considérable en partenariat, enfin, en dirigeant plusieurs thèses et en élaborant des diagrammes polyniques comme celui-ci qui est complexe, qui est celui de la grotte du Vallonnet, dont on a ici, vous voyez, chaque petit chiffre ici correspond à un échantillon. Donc on peut suivre le couvert forestier, puis on peut suivre aussi, pour chaque essence, l'importance relative du nombre de pollen. C'est un travail considérable qui a été fait sur le Vallonnet, sur l'Ortus, sur beaucoup de sites, en fait, sur l'intégralité des sites qui parfois ne donnaient rien malheureusement, puisque sur des périodes très très anciennes, dans certains milieux, les pollens ne se conservaient pas. Mais lorsque ça a été possible, c'est un travail vraiment exemplaire qui a été mené. Bon, d'autres techniques ont été explorées, comme par exemple la géochimie organique, avec ici vous avez la présence de Svante Pääbo, qui est un prix Nobel il y a quelques années, qui est venu travailler sur l'ADN, les ADN qu'on retrouve dans le sédiment, à la cône de l'Arago toujours. Alors, voilà, ce sont des quantités, c'est une liste non exhaustive de disciplines qui ont été mises en œuvre, par exemple sur la cône de l'Arago, mais aussi dans la grotte du Lazaret, mais aussi, autant que c'était possible, sur le site de Terra Mata, dans la grotte de l'Ortus. Voilà, l'objectif de toutes ces techniques, de tous ces domaines de recherche, c'était de faire croiser le plus possible toutes ces disciplines. Pourquoi? Parce que si une discipline contrevient aux résultats des autres disciplines croisées entre elles, à ce moment-là, ça fait avancer la connaissance à la fois sur, évidemment, le site qu'on est en train d'étudier, mais aussi sur les méthodes. Donc, il fallait avoir cette approche, et on sait tous combien la préhistoire est à ce point multidisciplinaire. Il fallait à tout prix croiser le plus possible de méthodes, parce que si une méthode contredit les résultats d'autres méthodes, il faut se remettre en question et il faut comprendre ces contradictions. Donc, l'ensemble de ces méthodes ont été mises en œuvre, explorées et croisées ensuite. Et c'est ce qui nous a permis d'avancer sur la compréhension des environnements des hommes préhistoriques et de leur capacité donc d'adaptation à ces environnements. Et évidemment, derrière tout cela, la compréhension de leur comportement, de leur culture et donc une adaptation culturelle quasiment à l'évolution paléo-environnementale. Donc, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que cette recherche, la recherche menée par le professeur Delumlé et son épouse sur ces quantités de sites en France et dans le monde, cette recherche, c'est d'abord une recherche totale,
Je crois qu'il n'y a pas un domaine qui n'ait pas été exploré. Alors, il y a des domaines qui ont été abandonnés parce que peut-être ils n'ont pas donné assez de résultats, peut-être ce n'était pas mûr encore. Mais une recherche totale, c'est une recherche depuis la méthode de fouille jusqu'à la production de musées, en passant par les analyses de laboratoire et les publications. C'est une recherche totale, c'est-à-dire couvrant l'intégralité des disciplines pouvant être couvertes pour la préhistoire. Et de très long terme, on a plus de 50 ans de travaux sur la cône de l'Arago, sur la grotte du Vallonnet, sur la grotte du Lazaret, les travaux sur l'Ortus, Terra Mata, etc. Et en fait, il fallait bien tout cela pour aboutir à des résultats, à une connaissance des paléo-environnements et des comportements associés des hommes préhistoriques. Par exemple, la cône de l'Arago, ce ne sont que des mots-clés que je mets ici, adaptation, évolution culturelle. Ça englobe, vous l'imaginez, des données incroyables. Il y a eu des quantités de thèses réalisées sur ces enjeux-là. Mais par exemple, sur la cône de l'Arago, nous avons 600 000 ans de reconstitution de paléo-environnement, de paléo-botanique, des climats et de la végétation, d'évolution humaine, 151 ou 152 restes humains, 380 mètres cubes extraits au poinçon. Je ne sais pas si ce serait possible aujourd'hui d'entreprendre 50 ans de recherche, peut-être sur la Lune ou sur Mars, mais à ce point, une recherche de long terme aussi complète. Le professeur Delumé et son épouse ont réussi cette chose tout à fait hors du commun et unique au monde. Au Lazaret, nous avons la grotte du Lazaret située à Nice. Nous avons un remplissage entre 120 000 et 180 000 ans à peu près, 190 000 ans. Une cinquantaine d'années de fouilles. Nous avons une évolution, nous connaissons parfaitement une évolution sur 30 000 ans des industries, des méthodes. Nous sommes capables de dire combien de temps les groupes humains sont restés, s'ils étaient en famille ou pas, quelles étaient leurs techniques, si c'était une halte de chasse ou un campement de plus longue durée, à quelle saison ils s'installaient. Nous savons dire comment ils traitaient les carcasses de cerfs, qui constituaient 80% de leur cheptel, de leur proie. Ils ont, pas cheptel, ce n'est pas de l'élevage, évidemment, ce sont des animaux sauvages. Mais ils avaient un traitement de la carcasse d'animaux qui étaient adultes, donc on sait qu'ils avaient des techniques de chasse au point, parfaitement au point, il y a 170 000 ans. Et 28 restes humains, et en particulier un ouvrage qui est sorti sur l'unité archéostratigraphique 25, qui montre une durée d'installation de quelques semaines en novembre, au mois de novembre, c'est précis, 24 cerfs accumulés, chassés, débités et réunis. 24 cerfs, c'est énormément de viande. La viande a très probablement, on a des éléments pour le dire, elle a été fumée il y a 160 000 ans. Le professeur Delumé et ses équipes ont réussi à apporter des connaissances de cet ordre-là. C'est quand même, je pense que nous-mêmes qui sommes dedans, nous devons chaque jour réaliser à quel point ces avancées ont été importantes, mais il a bien fallu toute cette recherche. Terra Amata, bien sûr, 1966, 6 mois de fouilles préventives, l'origine de la fouille préventive. On stoppe les travaux de construction d'un immeuble pour mener des fouilles. Je crois qu'il y a 200 000 objets coordonnés. Les 3-8, c'est-à-dire des équipes qui, pour pouvoir tout faire
en un temps record, ont travaillé 24 heures sur 24 et mettant au jour les premiers foyers connus à 380 000 ans en Europe de l'Ouest. Et ce qui nous reste à faire, c'est probablement d'aller explorer un nombre colossal de bases de données, 70, qui sont stockées au Centre européen de recherche préhistorique de Tautavel, Université de Perpignan. Ça représente des centaines et des centaines et des millions d'objets coordonnés, les codages de description de faune et d'industrie associées. Donc, on a depuis des décennies des bases de données qui n'ont plus qu'à... Elles ont été évidemment déjà explorées, mais qui devront, dans l'avenir, continuer d'être explorées parce que leur potentiel est inouï. Je termine rapidement sur les musées. Le musée de Terra Amata, première installation, je crois, en 1976. Le musée 1974, le musée de Terra Amata, 1976, avec le moulage spectaculaire d'un sol d'habitat. L'exposition Origine et évolution de l'homme, en 1981, qui a circulé dans le monde. Le musée de Menton, le musée des merveilles à Tende, inauguré en 1996, le musée de Quinçon, inauguré en 2001. Voilà, je vous remercie.